Castration morale. Mes couilles me font mal. Cousin d'Europe, ils t'ont mal renseigné. Chez toi, ils pensent que tous on a le virus du sida. Ils raffolent de leurs programmes télé qui parlent d'Afrique et de malaria. Ils pensent que nos sœurs vendent leur cul pour une tranche de pain, qu'on se promène tous nus dans les rues et qu'on a nos sexes en main. Ils pensent qu'on fornique comme des rats, qu'on ne connaît pas le planning familial, qu'on fabrique des petits malades de choléra qui naissent toujours hors d'un hôpital. Ils pensent que nos femmes meurent en couche, que nos gosses... Conte blanc numéro 21, la tragédie de Sundiata, par Christian Dalayer. Que nos pères sont tous des polygames et que nos grands-pères sont tous des cannibales et que nos grands-mères... Désolé chers amis, cette fois-ci je crains de ne pouvoir refléter le moindre humour. Il me faut en effet vous parler du grand cadavre de votre foutu placard africain. Ce cadavre dont l'odeur vous incommode tant qu'aucun historien africain n'a osé vous en parler. Tels les singes de la fable, vous refusez d'entendre, de voir et de parler. Songez que les livres d'histoire maghrébins n'en font même pas mention, et que le mythe de l'unité africaine a tenté désespérément de l'enfouir sous des torrents de fausses bonnes intentions. Tabou. Songez aussi que les Toubabs, eux, jouent le jeu à fond. Tant que vous fermez les yeux, vous baissez la tête. Mais les tombereaux d'ineptie déversés à l'occasion du naufrage de la Séléka en Centrafrique me titillent trop. Il est temps, pour moi en tout cas, d'ouvrir la malle de vos souvenirs enfouis, aussi nauséabonds puissent-ils être, et je me fous de vos réactions furibondes, ne suis-je pas autre chose qu'un conte blanc. Il était donc un temps où, au sud des terres inhospitalières, les hommes, les Bantous, vivaient tranquillement du fruit de leur labeur et évoluaient toujours tranquillement, au rythme de civilisation fondée sur l'agriculture vivrière. Ces cultivateurs avaient découvert les échanges interrégionaux, fondé des villes où ils pouvaient écouler le surplus de leur production et acquérir des biens qu'ils ne produisaient pas eux-mêmes. Certains, tant à l'est qu'à l'ouest, avaient même franchi le cap de sociétés plus évoluées encore, inventant l'écriture et, malheureusement aussi, la chose militaire, comme toutes les civilisations de l'époque. Globalement toutefois, le sous-continent restait à l'écart de la guerre. Si vaste était-il que les populations pouvaient aisément aller voir ailleurs au cas où les pressions du présent les stressaient trop. Ça n'était certes pas le paradis, il n'empêche que, dans ces contrées, il n'y avait pas de prison. Les hommes avaient compris que la réparation des fautes suffisait à imposer la paix civile. Une sorte de grille des réparations avait ainsi vu le jour un peu partout, tandis que les décisions importantes des communautés étaient prises par des assemblées de vieux, les chefs n'ayant que l'attribution des terres comme raison d'être, et les chamans que celle de guérir les gens et de s'assurer que les vieux et les chefs avaient toute leur tête. Plus de pouvoir aurait forcément poussé les sujets à aller voir ailleurs. Les cultivateurs régnaient ainsi de Saint-Louis au Sénégal jusqu'au sud de l'actuel Angola et de l'actuel Soudan au sud du Mozambique. Les cœurs de ces civilisations se situaient au centre et à l'ouest du continent, en sus des descendants de pharaons noirs qui continuaient à vivre paisiblement au Soudan, christianisés certes, mais jamais vaincus, au contraire de leurs frères sémites du nord. Pour schématiser, les fleurons des civilisations subsahariennes de l'époque pré-islamique étaient le royaume d'Aksum, au nord-est, les descendants de la civilisation pharaonique reconvertis dans le commerce avec l'Inde, la vallée du Limpopo dans l'actuel Zimbabwe et centre de la culture bantoue forestière, et enfin, l'actuel Nigeria, où les Yoruba furent les premiers ouest-africains à développer très tôt une civilisation urbaine disposant d'une écriture aristocratique. Au nord-ouest existait le royaume du Ghana, une série en fait de zones franches de culture bantoue reliées entre elles par des commerçants sahéliens. Et, puisqu'on en parle, il y avait aussi, errant de pâture en pâture, des pasteurs sahéliens, buveurs de lait certes, et donc plus grands que leurs contemporains, mais également frustres. Ils ne vendaient pas leurs bêtes, estimant que leur richesse résidait dans leur accumulation inutile. Ils avaient aussi des traditions agressives, rivalisant de force brute dès le plus jeune âge. C'est pourquoi les paisibles cultivateurs des contrées moins arides ne cherchaient pas vraiment à entrer en contact avec eux. Leur maigre pâturage sahélien ne leur était guère contesté. Les cochons, les volailles et les animaux sauvages suffisaient amplement à l'époque à contenter les besoins en viande des cultivateurs. Sur ce, arrivèrent les disciples de Mohammed, aux environs du 7e siècle après Jésus-Christ. Les premiers commerçants arabes quittèrent d'abord leur Yémen natal pour entrer en contact avec les Soudanais pharaoniques, puis très vite avec leurs voisins sudistes. Les côtes érythréennes puis somaliennes furent probablement les premières à être islamisées, d'abord pacifiquement. À l'ouest, en revanche, les Maures furent moins amènes, et la colonisation de la Mauritanie fut d'entrée agressive. Les Arabes payèrent et armèrent les frustres éleveurs transhumants pour razzier déjà les contrées de cultivateurs avant même de s'installer en nombre dans les cités mauritaniennes. Le système se généralisa très vite tellement l'appétit d'or et d'esclaves des Arabes était grand. En moins de 2 siècles, les sociétés bantoues furent anéanties au profit à l'ouest de royaumes et d'empires guerriers sahéliens et à l'est de royaumes dits déjà à l'époque marchands, dont la marche triomphante ne fut arrêtée réellement que par la forêt équatoriale impénétrable pour les chevaux aimablement vendus par les Arabes aux armées sahéliennes. C'en était fini de la paix bantoue, dont la civilisation devint définitivement forestière. Les rescapés se réfugiant
en lisière de forêt, aux conditions sanitaires effroyables, mouches tsetse notamment. Les Aksumites se réfugièrent sur les plateaux abyssiniens et toute la frange sahélo-forestière de l'Afrique se trouva mélangée entre rescapés de divers endroits, forestiers originels et envahisseurs sahéliens. Puis vinrent les Européens qui, en fait, figèrent cette situation au détriment des Bantous, qui avaient pourtant commencé à réagir, en envahissant à leur tour les terres australes, les fameux guerriers Zoulous, et en entamant la reconquête du Nord-Ouest, les guerriers Ashanti cette fois-ci, cousins des Yoruba, et qui la figèrent connement, si vous voulez bien passer cet adverbe, en créant des pays dingues, où se mêlaient des peuples conquérants et conquis, reconquérants et anciens vainqueurs. Bref, une pétaudière évidente qu'unifia toutefois, mais pour un temps seulement, la soumission forcée au monstrueux pouvoir blanc. Mais que fait Sundiata là-dedans, me direz-vous? J'y viens, mais ça n'est qu'anecdotique, que démonstratif. Sundiata fut l'un des empereurs du Mali, un mandingue qui décréta que les razzias humaines ne devaient pas toucher les Maliens. Car il arriva ce qui devait arriver dans ces razzias. À force de prélever des hommes et des femmes pour les vendre aux Arabes, il n'eut plus assez de Bantous vivant hors des forêts. Les razzieurs s'en prirent à leurs propres compatriotes, et Sundiata, ce héros, interdit cette pratique au XIIIe siècle, mais pas la razzia des Bantous, d'où sa chanson « Chez les Sahéliens ». Notez que la razzia des populations sahéliennes par les bandits sahéliens, car il s'agissait de bandits, pas de gens civilisés, reprit de plus belle avec l'arrivée des Européens, lesquels prirent langue aussi avec des roitelets des côtes bantous pour qu'ils vendent leur propre population. Les navires au long cours des Blancs leur permettaient de pénétrer plus au sud. Ça y est, vous avez enfin ouvert les yeux ? Il le faut si vous voulez réellement comprendre ce qui se passe aujourd'hui tout au long de la ligne de séparation entre la forêt et le Sahel. Le comprendre au-delà de l'explication stupide des Européens qui voient Al-Qaïda partout, ou qui préfèrent voir Al-Qaïda plutôt que les conséquences de leur saloperie passée et présente. Car ne vous trompez pas d'histoire, les guerres civiles en Côte d'Ivoire, au Togo, en Centrafrique, au Soudan, sont toutes issues de ce cadavre dans votre placard. Hier à Abidjan, c'étaient les Sahéliens qui reprenaient le pouvoir que leur avaient confisqué les Ashantis, avec l'aide des Français pour que Gbagbo n'était pas assez maniable, courte vue et imbécilité. Aujourd'hui, c'est Bangui, où les Français ont viré Manu Militari, un chef certes fantasque, mais qui arrivait à faire vivre ensemble Sahéliens et Bantous, musulmans et chrétiens, j'ai nommé Bokassa, dont l'empire reflétait une réelle situation impériale, soit des peuples différents vivant au sein du même pays. Les mêmes Français firent tomber le seul président jamais élu là-bas, Patassé, un chrétien qui avait compris qu'il lui fallait une caution musulmane pour gouverner tout le pays. Son rapprochement avec Kadhafi lui fut fatal, et Paris finit par mettre au pouvoir une espèce de satrape sanguinaire, Bozizé, que les Français soutinrent au-delà de l'acceptable. Dès le départ des troupes françaises au Mali, la Séléka, une alliance de rebelles sahéliens financée par la diaspora centrafricaine, mit facilement en déroute les troupes de pillards de Bozizé et s'empara du pouvoir central, où il n'y avait malheureusement plus un sous-vaillant. Les différents membres de l'Alliance reprirent alors leur liberté et n'eurent que le pillage pour payer leurs hommes. Il s'agissait de musulmans et forcément, humainement, ils pillèrent les villages chrétiens, lesquels, on est tout de même en Afrique, se défendirent en créant des milices à leur tour, d'où non pas un début de génocide comme le dirent les Français pour justifier leur intervention, mais un début de guerre civile sur fond de religion. En fin de compte, on voit que ce sont les Français qui ont créé le chaos en virant successivement Bokassa et Patassé, puis en adoubant un sombre dictateur de pacotille, il ne dirigeait que Bangui. Qu'ils reviennent aujourd'hui remettre de l'ordre à quelque chose d'incongru, même si ça n'est pas inutile. D'autant plus incongru d'ailleurs qu'ils ont par ailleurs foutu le bordel en Côte d'Ivoire au détriment cette fois-ci des chrétiens. La puissance tutélaire, comme on dit, fait n'importe quoi, n'importe quand. On a même l'impression que Hollande nagique pour tenter de gagner quelques points dans des sondages catastrophiques, pour tenter d'apparaître comme un chef. Ça n'est pas Al-Qaïda qui est derrière la Séléka, comme ça n'était pas Al-Qaïda qui était derrière Ouattara, avant que celui-ci soit porté au pouvoir par les troupes françaises. Il s'agit malheureusement des conséquences du cadavre dans ce placard que vous vous refusez à ouvrir parce qu'il mettrait à mal l'unité africaine. Il n'y a pas d'unité africaine, mais des puissances sous-régionales qui seules sont réellement à même d'évincer rapidement les anciens colonisateurs de vos contrées. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Angola. Oubliez l'Afrique du Nord, elle n'a jamais été africaine et ne le sera jamais. Elle fut sémite, grecque, romaine puis arabe, et elle appartient au monde des prédateurs qui ont bousillé vos civilisations des siècles durant, sans jamais vouloir le reconnaître. Comme je vous l'ai déjà dit, les razzias ne sont pas enseignés historiquement à leurs bambins. Mythe de l'unité africaine à l'appui. Un mythe vraiment sympa pour eux, non ? Si vous voulez la paix des ménages, vous devez impérativement ouvrir le placard. Les rancunes silencieuses sont en effet les plus tenaces, les plus mauvaises. Mieux vaut quelques fortes engueulades au lendemain desquelles on peut relativiser ses rancœurs, les surmonter. Les pères des indépendances africaines ont eu tort d'imposer une lourde chape de silence sur l'histoire du continent. On ne raye pas par décret la mémoire de peuples dont les traditions orales sont plus que fortes. Et aujourd'hui, faute d'une nécessaire catharsis, renaissent des oppositions que la raison ne peut plus contrôler. Ouvrez donc le placard et engueulez-vous pour ne pas vous entretuer. Ils pensent ici, il n'y a pas d'élection, qu'un président tue un autre et ainsi de suite, qu'il y a toujours des rébellions et qu'on se fait de temps en temps de violences gratuites. Chers cousins de l'UE,
Ne pense pas ça de moi, ton cousin de l'UA. Cher cousin de l'UE, ici comme là-bas, il se passe des choses, crois-moi. Ils ont Le Pen et Sarkozy, mais eux te parlent de Mugabe. Ils ont les Corses qui incendient et parlent de la Kabylie en fumée. Ils ont les dissidents de l'IRA, des attentats à Londres, mais leur télé filme la LRA et l'Ouganda qui s'effondrent. Ils ont la mafia et Berlusconi en Italie, mais font un documentaire sur Mobutu. Ils ont Treblinka, la Gestapo et les nazis, mais ils adorent le génocide des Tutsis et des Hutus.